Bon, puisque vous nous êtes fidèles, vous commencez à comprendre le principe de cette émission. Vous faire découvrir des personnages étonnants, des sites remarquables et remarqués de notre belle Provence et aussi, parfois comme c'est le cas aujourd'hui, des entreprises originales, des pépites. On s'est rendu à Gargas, département de Vaucluse, dans le pays des ocres, mais on va pas du tout parler des ocres. On va parler de la lustrerie Mathieu, une entreprise de renommée internationale qui a par exemple en France, j'essaie de garder le souffle là, en France pour client le château de Versailles ou bien l'opéra Garnier. On va visiter cette entreprise incroyable qui se trouve dans un lieu incroyable. Bref, aujourd'hui, cette semaine, sur TV Sud Provence, alors que l'animateur est en train de s'essouffler, tout est incroyable. C'est parti. Régis Mathieu, j'ai les yeux un peu comme un tout petit enfant, tout écarquillé, et je me demande où est-ce qu'on est ici. On est dans un atelier de cinéma, on est dans une usine, on est où? En tout cas, le lieu est magique, on est où ici? Donc l'atelier, en fait, ce qui rend l'atelier magique, c'est évidemment les lustres, ça c'est facile, mais en fait c'est une ancienne usine d'ocre. On est ici à Gargas, près de Roussillon, dans le Luberon, et c'est connu pour ses falaises d'ocre rouge. Cette friche industrielle que j'ai achetée il y a une douzaine d'années maintenant, était en fait une ancienne usine d'ocre de rouge. Donc forcément, le décor de l'ancienne usine d'ocre rouge et des luminaires en cristal et en bronze a de suite ce petit côté magique. Et pourquoi avoir décidé d'installer votre activité ici? Parce que ce passé est important du pays d'Apt pour vous, celui des ocres? Le passé des usines d'ocre, pas vraiment. C'est le hasard qui a fait que je cherchais un bâtiment, mais cherchais un bâtiment qui soit un écrin à notre métier, et que entre les grandes écuries d'un château, c'est à peu près ce dont je rêvais à l'époque, et puis l'usine d'ocre, j'ai trouvé que l'usine d'ocre a été beaucoup plus amusante et inattendue. Sinon, pourquoi Apt? C'est parce que mon père est originaire d'Apt, mais l'entreprise était à Marseille. Donc, moi, je suis marseillais, je fais mes études à Marseille. L'entreprise est restée à Marseille jusqu'à 2002. Et j'ai décidé de la déplacer là où je passais mes vacances. C'est un choix très égoïste, mais j'avais envie, si vous voulez, que le dimanche soir, après un week-end en Provence, plutôt que de prendre la voiture et de rentrer, d'avoir les embouteillages sur le retour sur Marseille, je puisse passer la soirée ici et faire venir mes clients, qui viennent en fait du monde entier. Et que de venir à Marseille, qui est une sublime ville, ou venir en Provence, qui est une sublime région, c'est un petit peu pareil pour eux. Alors j'ai égoïstement choisi la Provence. Il y a quelques heures, vous étiez dans un avion. Il y a quelques jours, vous étiez en Inde. Là, on vous voit avec vos collaboratrices et vos collaborateurs. Vous êtes un homme assez occupé. Et cependant, quand je vous ai demandé qu'est-ce qu'on met, comment on intitule votre nom et votre prénom, on ne m'avait pas dit PDG, on ne m'avait pas dit président, on ne m'avait pas dit directeur, on m'avait dit simplement, presque humblement, artisan. Humblement, je ne suis pas sûr. Artisan, pour moi, c'est une grande fierté. Donc... PDG, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que ce soit un boulanger ou un lustrier, on est tous les deux PDG. Mais lui, son intérêt, c'est qu'il fait du pain, et franchement, c'est vraiment utile. Et moi, mon intérêt, c'est que je fasse des lustres. Donc, c'est moi qui dirige cette société. C'est moi qui gère le côté industriel, banque, stratégie de la société. Mais si vous voulez, sans mon équipe, sans mon métier, sans mon savoir-faire, je ne serais rien du tout. Donc, l'intérêt pour moi, c'est que en équipe, et ça vous le verrez vraiment, en visitant l'entreprise, ça se voit, tout est vitré, on voit tous les compagnons travailler. En équipe, nous arrivons à faire des lustres. Donc, c'est ça l'intérêt pour moi. Avant d'être un PDG qui sait parler à un banquier ou lire un bilan, je suis d'abord lustrier et surtout passionné par mon métier, ce qui fait qu'en fait, je ne fais pas des lustres comme je ferais des parapluies, des chaussettes ou des voitures. Je fais des lustres parce que ça me passionne. Little to say, but so much time. Despite my empty mouth, the words are in my mind. Ce qui est intéressant avec ce lustre, c'est que c'est à la fois contemporain et classique. C'est une rota. Donc le rota, c'est des grandes couronnes d'églises qui existent depuis le XVe siècle et que nous avons réalisées pour la Notre-Dame des Dons à Avignon. Et donc dans le chœur, il y aura cette grande couronne avec des réflecteurs ici pour représenter vraiment une couronne de lumière avec 12 cierges pour les 12 apôtres ou les 12 mois de l'année, enfin le symbole des 12. Et notre difficulté, si vous voulez, c'est de créer un cierge qui soit à la fois éclairé par cette petite flamme, qui est un brevet de l'entreprise, qui est une flamme LED qui imite la vraie flamme d'une bougie,
et que l'on trouve partout à l'Opéra Garnier, à Versailles, un petit peu partout, et qui en fait, vous avez la mèche et la flamme, et c'est une ampoule E14 que l'on peut mettre n'importe où. Quand on enlève l'adaptateur, ça devient une ampoule Mathieu Lustrerie qui ne va que sur nos lustres. Et la difficulté là, c'est que ça vous donne l'impression de très loin qu'il y a un cierge, et que le cierge, la cire du cierge va rendre translucide la lumière qui va passer à travers. Donc évidemment, il faut que la lumière soit plus forte ici et puis se perdre jusqu'à devenir opaque là, comme si on était vraiment dans de la cire. Et en fait, c'est un habillage en silicone que nous faisons pour qu'on ait cet esprit du cierge. D'abord, quel est votre rôle au sein de l'entreprise, Mathieu? Donc je suis le chef d'atelier, donc c'est moi qui dois organiser un petit peu le déroulement des opérations, que ce soit à l'atelier, fabrication, au décor et au montage. Donc, voilà, je m'occupe d'organiser un petit peu tout ça. Comment vous en êtes venu, Jean-Louis, à exercer ce métier? Alors c'est une longue histoire puisque ça fait 28 ans que je suis rentré dans l'entreprise Mathieu Lustrerie. Et donc je suis rentré, moi j'ai un CAP ajusteur, on va dire, c'est un petit peu atypique dans le métier puisqu'il y a beaucoup de monteurs en bronze plutôt. Et j'ai appris le métier presque comme un apprenti, on va dire. Et j'ai gravi petit à petit tous les échelons. J'ai appris avec tous les anciens qui ont bien voulu me donner un petit peu leurs tuyaux, leurs astuces de travail, ce qui n'est peut-être pas toujours évident à l'époque, mais maintenant ça se passe mieux, on va dire. Et voilà, petit à petit j'ai appris tout ça et puis maintenant j'ai la connaissance, on va dire un petit peu dans tous les postes, mais ça n'empêche pas que même avec de nouveaux compagnons, j'en apprends encore un petit peu. Jean-Louis, à force de répéter les gestes, l'habitude est là. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu qu'on exerce un métier exceptionnel et qu'on fait des pièces tout à fait étonnantes et remarquables? Alors oui, ça peut, mais on fait tellement de pièces différentes quand même et de pièces de belle qualité et de jolies choses que finalement c'est toujours agréable de travailler. On n'arrive pas à s'en lasser en fait. So little to say, but so much time. These by my empty mouth, the words are in my mind. Please, where the Là, vous rentrez dans la partie atelier. En bas, c'est la partie montage où sont assemblées les pièces. Et ici, c'est la partie travail. Donc, toujours pareil, dans l'entreprise se côtoient nos trois métiers qui sont d'abord la restauration des monuments historiques, la réédition d'anciens, fait avec la même main, le même savoir-faire, et enfin la création contemporaine. Là, un exemple type de restauration, de très belle restauration, vous avez ces applis qui sont dans la salle de l'Opéra Comique à Paris. Et vous avez l'appli avant nettoyage et l'appli après nettoyage. On voit que la dorure reprend tout son éclat avec les brunis, c'est-à-dire les parties qui sont très très brillantes, comme le rectangle qui est là, qui ont été brunis avec une pierre pour que la dorure soit clinquante. Et à côté, les parties ciselées pour que la dorure absorbe la lumière. Et ça sera le jeu des deux qui vont faire qu'avec les lumières du théâtre, vous allez avoir ces bronzes qui vont prendre vie. Régis Mathieu, vous l'avez dit même plusieurs fois, vous êtes lustrier, c'est ça? Mais j'ai l'impression que c'est un truc, moi, qui date de Louis XIV, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Est-ce que le lustrier que vous êtes est un homme moderne? Alors, un homme intemporel, je dirais. Le lustre est quelque chose d'intemporel qui est très 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 actuel. Donc vous dites Louis XIV, ça m'amuse, c'est un de nos plus gros clients. Alors, je l'ai rarement croisé, mais j'ai beaucoup travaillé pour lui, comme Charles Garnier, Marie-Antoinette, ou beaucoup de princes ou rois sur la planète, vivants ou anciens. Louis XIV, c'est quelqu'un qui est important pour la lustrerie Mathieu parce qu'il nous a fait le château de Versailles et que nous avons restauré la Galerie des Glaces, qui est quand même quelque chose qui est important pour notre image à l'étranger, passionnant. Énormément de choses ont été faites à Versailles, que ce soit le Petit Trianon, le pavillon français. On a fabriqué ou restaurer énormément de choses pour le château de Versailles. Donc, Louis XIV, on tient beaucoup à Louis XIV à la lustrerie. Mais l'actualité des lustres, c'est qu'en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Si vous voulez, au 15e siècle, 16e siècle, le lustre est l'objet le plus cher de la maison. Il est fait en bronze, en argent, et il utilise des pierres semi-précieuses. Donc, imaginez que c'est un collier, mais à la taille d'un lustre. La lumière est un symbole de pouvoir. Les gens qui n'ont pas de pouvoir se couchent et se lèvent avec le soleil. Les autres ont des lustres pour montrer qu'en fait, c'est eux qui gèrent la notion de lumière et de pouvoir. Donc, ce sont les châteaux et le clergé.
Il y a des cierges dans les églises et il y a des lustres dans les châteaux. Et puis, enfin, si vous voulez, tout cet objet-là, l'architecture est faite autour. Même si c'est un objet qu'on enlève et qu'on met, c'est-à-dire qu'un lustre, c'est comme une paire de boucles d'oreilles, vous le mettez quand vous avez besoin de quelque chose, avec des bougies pour un dîner, on le met en face un miroir pour que le lustre se voit plusieurs fois. C'est quelque chose que l'on met et on enlève. Puis le XXe siècle va emmener le gaz et l'électricité, et les lustres vont devenir fixes. L'architecte va dessiner le lustre comme Charles Garnier et son opéra, et à ce moment-là, le lustre va devenir fixe, et puis on va oublier que c'est un bijou, on va oublier sa première fonction qui est de se faire plaisir, de briller, pour devenir l'éclairage de la maison. Et ça a été un peu catastrophique puisqu'on a arrêté de dessiner des lustres et on a subi les lustres que l'on avait de nos parents, de nos grands-parents au plafond avec les toiles d'araignée, les mouches. Ce qui fait que le lustre est devenu, si vous voulez, quelque chose d'inutile. L'architecture ne nous a pas aidés en faisant des appartements avec des plafonds très bas. Et puis les lampadaires halogènes, les prises commandées ont fait qu'en fait, on n'a plus besoin de subir cet objet qu'on avait de la génération d'avant et qu'on le redécouvre aujourd'hui. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est il y a presque 10 ans maintenant que le lustre est revenu très à la mode, comme un objet de plaisir. Et donc on achète un lustre, on accroche un lustre au-dessus d'une table pour se faire plaisir, on accroche un lustre avec des bougies et la liberté revient de l'objet de plaisir plutôt que de la source d'éclairage. Et donc le lustre n'a jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui et le lustre revient comme cet objet de passion, de plaisir, qui fait qu'en fait, moi, je suis comme un passion dans l'eau. Vous avez le musée qui est en face, avec 400 lustres anciens, qui montrent toute cette liberté qu'on a eue dans toutes les époques, avec les matériaux, le design, le style, avec les lustres. Et puis, vous avez notre métier de réédition d'anciens et de restauration, qui a un rapport avec le passé, et les monuments qui, eux, ont eu besoin de lustres et qui ont besoin de leurs lustres. Et enfin, la création, donc je dessine des luminaires. Alors, je ne me sens pas un artiste très contemporain quand je dessine des luminaires. J'ai juste l'impression que, si vous voulez, mon coup de crayon aujourd'hui est adapté à l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture, depuis un siècle, est plutôt plate et carrée. Donc, nos lustres sont plutôt plats et carrés, enfin sur des formes très géométriques. Et aujourd'hui, on revient dans une forme plus organique. On a envie de courbes. Bon, peut-être qu'on en a marre des fenêtres carrées et des toits plats. Et on a envie de courbes et de choses qui sont plus dans la nature. On oscille toujours comme ça, hein, le baroque, le néoclassique. Donc, on est dans cette manière-là de travailler. Et aujourd'hui, nos derniers lustres sont plutôt inspirés de la nature, d'oursins, d'objets qu'on trouve dans la nature et qui sont plus forcément ronds et carrés, comme ce que vous avez autour de vous, qui sont des grands cubes, des grands cercles, etc. Régis Mathieu, nous sommes ici sur les hauteurs du Luberon, dans la région d'Apt, pour être précis, à Gargas. Vous avez évoqué précédemment cette volonté que vous aviez de rester là pour un certain confort de vie. J'ai envie de vous dire, c'est très bien, oui, mais pour le commerce, les matières premières, les clientes et les clients, les faire venir ici, c'est pas trop compliqué. Est-ce que c'est vraiment pertinent de rester à Gargas ? Alors, il y a deux choses. Il faut voir que le choix de Gargas, c'est un choix égoïste, donc tout le monde se plie. Si les clients ne veulent pas venir ici, ben, ils n'achètent pas de lustre. On est une petite entreprise et on a un panel de clients énorme, donc en fait, je peux me permettre de faire comme ça ma diva. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment une clientèle mondiale. Donc, très honnêtement, quand un client qui habite Hong Kong, New York ou Bombay doit venir en France pour chercher un lustre, je trouve que c'est plus sympathique de le recevoir en Provence, qu'il prenne le temps de prendre le TGV ou l'avion pour venir ici et de passer une journée autour de ces lustres, plutôt que de le recevoir à Paris avec son taxi ou son chauffeur qui va attendre en bas en double file et qui va me dire « j'ai 10 minutes à vous consacrer ». Pas du tout. Si vous voulez choisir un lustre, c'est vraiment très important. C'est l'ambiance lumineuse de votre maison. L'ambiance, pas la lumière, l'ambiance. C'est quelque chose qui est primordial. De notre côté, c'est une sculpture en 4 dimensions. C'est-à-dire que le peintre va sculpter en 2 dimensions, le sculpteur en 4 dimensions, et moi j'ai la lumière. Donc j'ai besoin que le client me donne énormément d'informations, qui m'explique où c'est qu'il y a des fenêtres, l'orientation, est-ce que le lustre va servir à éclairer, simplement à rajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'on a d'autres sources de lumière, etc., etc. Puis j'ai besoin de savoir son goût, la manière dont il vit, est-ce qu'il invite des gens ? Est-ce que le lustre est sur une table qui va rester fixe ou bien ils enlèvent la table pour faire des grandes fêtes et tout le monde monte sur la table et danse? Vous imaginez, j'ai besoin de toutes ces informations pour faire mon lustre et en fait, j'ai besoin que le client se confie et vienne vers nous. Donc, quand j'arrive à l'attirer en Provence, qui n'est pas une région inintéressante pour le tourisme et le commerce, eh ben, j'ai vraiment gagné quelque chose. Quand le client a passé une journée avec moi, qu'il m'achète un lustre à moi ou qu'il achète un lustre ailleurs, il ne va pas le faire pareil. Et mon challenge à moi est là, donc je me sers de ça. Je suis implanté partout. On a une très belle galerie à New York, on a une jolie galerie à New Delhi, j'ai une très jolie galerie à Paris, Place Beauvau, j'ai un atelier à Paris, j'ai un petit atelier aussi en Inde pour la restauration des lieux et monuments historiques, mais j'impose comme une diva, si vous voulez, de faire venir mes clients ici en leur disant « mais prenez un week-end, allez à l'hôtel ».
Et comme ça, il y a un échange qui se fait. Moi, j'accepte d'aller dans les chantiers, j'accepte de voir les maisons. En même temps, je demande aux clients d'accepter de venir ici. Donc je dirais qu'un lustre, ça se mérite. Sachez que sur certains lustres, vous avez 200, 400 heures de travail, 400 heures d'énergie que toute mon équipe va donner à ce client pour cet objet. Donc si lui, il n'a pas l'énergie de venir passer une demi-journée en Provence, il ne mérite pas. So little to say, but so much time. Despite my empty mouth, the words are in my mind. Là, c'est passionnant, la cohabitation des deux métiers. Ça, c'est de la restauration, ce sont les lanternes des jardins du Palais Royal, avec le N de Napoléon, et puis cette grande vasque en verre qui est là. Donc cette lanterne est tombée, a été cassée, on la restaure. Sachez qu'on a toujours, pour les grands monuments historiques, de l'avance. C'est-à-dire qu'on a une ou deux lanternes d'avance qui permet que quand on les casse, on vient en amener une et on enlève l'autre. Donc celle-là est en cours de restauration. Et là, Grégory est en train de faire le montage à blanc d'un très très beau lustre 17e, non 18e, Louis XVI, qui en fait part dans un monument historique et qui est une fabrication où vous avez toutes les pièces qui sont montées, les ciselures, les brunis et tout le travail qui est fait avant que le lustre parte en dorure. Grégory, ça doit être une certaine fierté que de travailler pour une entreprise comme l'entreprise Mathieu, qui est renommée à travers le monde entier. En effet, c'est agréable, ouais, surtout d'être reconnu par des gens, des grands décorateurs et d'autres passionnés de métier, de faire ça et de continuer à embellir nos lustres pour les beaux monuments, châteaux et autres églises, je dirais. Grégory, vous m'avez dit la grande qualité, évidemment, comme un peu partout, mais particulièrement ici, c'est la polyvalence. Voilà, alors tout à fait. Alors ici, on est une petite entreprise, on doit être une douzaine avec plusieurs ateliers et plusieurs étapes. Et tout le monde est plus ou moins polyvalent dans sa spécialité. Donc moi, c'est l'atelier, le montage à blanc des lustres, où la ciselure, la brasure, comme mes collègues Joachim ou Maxence font, c'est du montage à blanc. Et le lustre, après, va partir pour faire un autre décor qui est le polissage, les brunis, plus la dorure au bain. Et ensuite, comme vous avez vu précédemment en bas, la pose des cristaux, l'électrification. Depuis combien de temps vous exercez ce métier? Moi, ça fait 12 ans que je suis chez Mathieu Lustrerie. Donc je fais partie des plus anciens et des plus jeunes en même temps. C'est sympa, ouais, c'est cool. C'est un métier que vous avez abordé volontairement ou bien c'est le hasard de la vie qui vous a fait rentrer ici? Non, j'ai suivi le parcours un peu classique, je vais dire, passionné aussi de ferronnerie et de maréchalerie. Donc le fer. Et du fer, j'en suis venu au bronze, donc j'ai passé mes diplômes à Uzès, dans le Gard, pas très loin, de bronzier d'art. Et suite à un stage chez Mathieu Lustrerie, ils m'ont gardé et j'en suis bien content. Bon, alors vous allez nous expliquer maintenant, ce seront les images d'illustration, ce que vous allez faire. Alors là, on va attaquer la ciselure d'un décor. Alors là, c'est une petite pièce Louis XVI d'un décor. Et avec l'aide de petits outils qu'on va forger nous-mêmes. Chaque outil a une petite fiche d'identité avec, alors il y a des petits pointillés, des petits stries, on retrouve un peu tous les motifs. Et avec l'aide du marteau de ciseleur et du ciselé, on va venir frapper le bronze pour créer le décor. So much time, despite my empty mouth, the words are in my mind. Régis, Mathieu, vous vous êtes défini comme artisan, mais vous venez d'évoquer New Delhi, des galeries dans le monde, des ateliers par-ci, par-là. Vous êtes cependant transformé, peut-être le costume le prouve, en super VRP, en super commercial, en ambassadeur de cette enseigne. Vous avez quand même le temps de revenir aux choses premières, aux gestes premiers, à celui de l'artisan, du créateur. Est-ce qu'il vous reste encore ce temps-là ?
Pour moi, c'est indispensable. C'est ma récréation. Donc, quand vous allez visiter l'entreprise, vous allez vous dire, il a un beau bureau, Régis Mathieu. Franchement, c'est pour être ministre avec ce bureau. J'y suis jamais derrière mon bureau. J'y suis vraiment quand je convoque quelqu'un et qu'il doit se passer quelque chose où je dois être derrière mon bureau. Mais non. Pour moi, le travail, c'est l'atelier et les lustres, c'est la passion. Donc, je les achète. C'est moi qui les démonte la plupart du temps. Je ne suis plus malheureusement dans l'atelier avec cette simplicité d'être sur un lustre et de me fermer un petit peu des problèmes de l'extérieur. Malheureusement, tout ça, ça reste très perméable. Mais j'ai besoin d'être dans l'atelier, j'ai besoin de toucher les lustres, j'ai besoin de les faire moi, j'ai besoin de ça pour que je continue à me sentir lustrier et pas un simple gestionnaire d'entreprise. La nuit, quand vous fermez les yeux sur l'édredon, le coussin, vous pensez à des lustres ou à tout à fait autre chose, à votre comptabilité, aux clients, à quoi vous pensez en premier ? Alors, je pense au lustre, c'est évident, mais je pense au lustre inscrit dans une histoire. Donc, dans cette histoire, il peut y avoir la comptabilité parce que ce n'est pas une bonne période de l'entreprise, etc. Il peut y avoir le client parce que j'ai un challenge avec lui, que je n'arrive pas à trouver le lustre idéal, la solution, le coup de crayon. Ça peut être la passion parce que j'ai aussi une activité où j'achète des lustres anciens, je les revends, donc de ce que je vais trouver demain, ou de ce où vont partir mes lustres. Donc oui, c'est sûr que je rêve de lustre et que je pense de lustre. Après, il y a 1000 voies pour penser au lustre, donc je fais ça. Pour vous donner un ordre d'idée, que c'est très amusant, j'ai une autre passion qui est la collection de voitures anciennes, donc on me connaît beaucoup pour ça. Et chaque année, je fais une exposition à la lustrerie où j'expose des voitures anciennes que l'on me prête, qu'on me confie, et des lustres. Donc même quand je pense à ma passion, quelque part, j'arrive à la lier à des lustres. Les perspectives, les projets pour la lustrerie Mathieu ? Le monde est en train de changer aujourd'hui, c'est-à-dire que la clientèle qui nous achète des lustres est une clientèle aisée, de par le coût d'un lustre, mais aussi par le fait qu'il faut un certain volume pour mettre un lustre, donc les maisons sont immenses, des grandes hauteurs sous plafond, des cages d'escalier, etc. Ça peut être un hôtel 5 étoiles, ou un palais officiel comme l'Assemblée nationale de tel ou tel pays, le conseil de quelque chose. Ce qui change aujourd'hui, si vous voulez, c'est que ces milliardaires hors institution, dans le monde entier, quand ils m'achètent des lustres, ils font un investissement. Et cette notion d'investissement est quelque chose de complètement nouveau. Ça fait déjà 100 fois que les gens me disent « Ah, je suis très heureux d'avoir acheté votre lustre, vous avez vu la valeur que ça a pris ?» Bon, je dis « Oui, forcément, ça a pris de la valeur, parce que vous me l'avez acheté il y a 5 ans, donc aujourd'hui, il vaut plus. Et puis, c'est une pièce unique, tous nos lustres sont numérotés, tous nos lustres sont uniques. Comme ils sont faits souvent à base de pierres semi-précieuses, ils sont forcément uniques. Et le fait que ces lustres soient uniques font qu'en fait, ils vont prendre de la valeur et que ces lustres vont se retrouver sur un second marché plus cher que ce qu'on les a vendus. Et aujourd'hui, vraiment, la moitié de nos clients se disent « je veux quelque chose de Mathieu parce que c'est un bon investissement ». Ça, c'est le monde qui change. Avant, les gens m'achetaient un lustre pour se faire plaisir. Et puis, comme ces produits sont éternels, j'ai tendance à dire éternels, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais moi, je restaure des lustres qui ont 500 ans. Donc, je sais que dans 500 ans, mes lustres seront encore là. J'ai toujours l'impression que les lustres vont continuer dans la famille, que ça va rester avec le bâtiment ou bien aller avec la famille, les descendants. Mais c'est la première fois qu'on me dit j'achète un lustre 5 ans, dans 5 ans je le vends, j'aurais fait une bonne plus-value. Comme l'art contemporain, comme les voitures anciennes, comme l'immobilier. Aujourd'hui, nos lustres ont récupéré cette espèce d'essence de se dire c'est un bon investissement. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. L'entreprise porte votre nom, vous avez parlé des générations avant qui ont bâti tout ça. L'avenir est assuré, il y a quelqu'un, déjà vous pensez à quelqu'un pour prendre le relais ? Alors ça serait un piège de vous dire ça. Le hasard a fait que mon père a créé cette entreprise en 1948 et qu'il l'a développée et amenée là où elle a été emmenée. Malheureusement, il est décédé en 1982, ma maman a repris l'entreprise. Un petit peu contraint et forcé parce qu'il a fallu reprendre l'entreprise. Puis moi, en faisant mes études, j'ai eu envie de faire des études, mais de faire des choses concrètes. C'est sympa de faire des études, d'avoir des livres et des cahiers, mais j'avais envie en même temps de faire des lustres, de faire des objets. Et donc, j'ai commencé cette aventure. Ma génération est complètement différente de ce que faisaient les générations d'avant. Je me suis senti libre de faire ça. Comme je n'ai pas repris une entreprise avec papa qui m'explique en me disant « tu fais comme ça parce que c'est comme ça », j'ai eu cette liberté. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner à mon fils qui s'intéresse beaucoup à l'art, qui dessine et qui a 12 ans, mais qui aime ce métier-là et qui me dit de temps en temps « plus tard je serai illustrier », cette contrainte. C'est-à-dire que plus tard il fera quelque chose et je l'aiderai, si je peux, et si c'est des lustres, ça sera bien volontiers. Mais en tout cas, ma génération à moi, ma manière de faire s'arrêtera avec moi, et j'espère qu'une nouvelle énergie viendra et emmènera l'entreprise ailleurs, et que ça sera au service des lustres. Beaucoup, là, puisqu'on arrive au terme de notre entretien, la majorité, je ne dis pas la totalité, mais la majorité de celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent doivent se dire, là,
ce mec, il a réussi. Ça vous embête qu'on dise ça de vous? Ce mec-là, il a réussi, Régis Mathieu, il a réussi. Non, ça ne m'embête pas du tout qu'on dise ça. C'est vrai. Ce qui m'embêterait, c'est que les personnes qui me voient ne puissent pas faire pareil. J'ai pas réussi parce que j'avais un sixième sens ou un truc en plus. Je travaille toute la journée avec une lime et un tournevis. Donc non, j'ai réussi parce que je travaille dans ma passion. Et j'ai pas choisi de travailler dans ma passion. Je me suis passionné pour ce que je fais. Donc tous ceux qui nous regardent, s'ils veulent réussir, ils ont qu'à se passionner pour ce qu'ils font. Dans pas longtemps, ils travailleront dans leur passion et dans pas longtemps, ils auront réussi. So little to say, but so much time. These by my empty